Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Anna qui va nous parler de sa petite Sophia qui est atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare. Salut Anna, comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors est-ce que tu peux nous parler de l'extraordinaire Sophia, ta petite fille, et de la maladie qu'elle a? Avec grand plaisir. Donc effectivement, Sophia, c'est une petite fille extraordinaire de bientôt 4 ans qui est atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare puisqu'il n'y a que 20 cas au monde et 2 en France. Le deuxième a été diagnostiqué très récemment par une petite fille de 11 ans qui n'avait toujours pas de diagnostic. Donc elle a souffert une mutation génétique, c'est-à-dire qu'elle a une maladie génétique qui n'a pas été transmise par ses parents. C'est un gène qui a muté au passage. De chance, et du coup ça s'appelle MAPK8IP3. Ok, donc il y a des chercheurs plutôt situés au niveau des États-Unis, c'est ça qui étudie cette maladie. Depuis oui. J'ai vu récemment qu'ils avaient édité une brochure justement. Oui, tout à fait, ils ont créé une fondation pour faire de la recherche, pour aider et mettre les familles en lien des enfants atteints de cette maladie. Alors cette maladie, tu l'as découvert comment ? Alors c'était très long pour trouver la maladie. On a eu des petits signes à sa naissance, à la maternité, que quelque chose n'allait pas. Notamment, elle avait des trémulations au niveau des mains et des pieds. Ça nous a interpellés tout de suite. On nous avait expliqué que c'était mon lait maternel qui n'était pas assez riche en nutriments. On m'a proposé d'arrêter l'allaitement, ce que j'ai refusé. Et du coup, on m'a dit que pour qu'elle sorte en pleine santé, il fallait que je l'allaite toutes les 3 heures et que je complète chaque allaitement avec un biberon pour être sûre qu'elle avait tous les nutriments nécessaires, ce qu'on a fait. Et malgré ça, quand on est sorti de la maternité, elle avait toujours ces trémulations et on a remarqué petit à petit qu'au niveau de son développement, ça ne se passait pas du tout comme sa grande sœur. C'était bien plus lent. Ouais, c'est-à-dire Elle a tenu sa tête plus tard, elle n'a jamais appris à se retourner seule, à s'asseoir, elle ne relevait pas sa tête allongée par terre. Donc ça, c'est les observations des parents. À qui vous en faites part? À votre médecin? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Normalement, il y a la visite tous les mois quand l'enfant est petit. Donc on a fait nos visites, on nous a dit que ces trémulations étaient peut-être dues à un souffle au cœur, on a consulté, pas de souffle au cœur. On nous a dit que c'était peut-être dû à son système nerveux qui se mettait en place. Après, quand elle avait 3 mois, le Covid a commencé entre 3 et 6 mois, il y a le Covid qui a débuté, donc on a eu moins de visites médicales et après on a eu l'occasion de revoir le médecin et de faire un bilan neuromoteur. Elle avait déjà 9 mois, donc à ce moment-là toujours on l'a posée sur le sol, elle ne relevait pas sa tête et du coup on a fait ce bilan neuromoteur à l'hôpital de Montluçon. Et résultat du bilan, retard global dû à un surpoids, rien d'inquiétant. Et à ce moment-là, on avait déjà pris rendez-vous avec une kiné. Donc on a commencé les séances de kiné, Sophia avait 10 mois. Et on s'est battu pour chercher et on a fini par avoir la prescription de son médecin traitant pour un IRM au cerveau qu'on a fait à l'âge de ses 13 mois. Ok, donc cet IRM, qu'est-ce qu'il révèle ? Alors cette IRM, c'était une journée que je n'oublierai jamais, c'était une journée très compliquée. On est arrivé le matin, on a fait l'IRM, on nous a fait attendre toute la journée pour avoir le résultat et à 19h, le médecin est venu me dire que malheureusement le résultat aurait lieu que demain et qu'on ne l'aurait pas aujourd'hui. Donc j'ai demandé s'il pouvait m'en dire plus. Et la docteure m'a dit effectivement, j'ai eu le radiologue, je sais que votre fille a un souci très grave au niveau du cerveau, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc là, c'est le monde qui s'écroule. On a vraiment l'impression d'être en train de se noyer, de plus pouvoir respirer. Donc je me rappelle de m'asseoir et de regarder le médecin et de demander est-ce que ma fille va mourir. C'est vraiment la première question qui m'est venue à l'esprit. Et elle m'a répondu malheureusement, madame, je ne peux pas vous dire plus, je ne sais pas. Donc c'était très compliqué, le choc. J'ai demandé si mon mari pouvait venir, s'il pouvait l'appeler. Donc il y avait le Covid, un seul parent, impossible. Donc je l'ai appelé, j'étais tétanisée, je n'arrivais pas à décrocher un mot. Il hurlait de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a notre fille? Moi j'étais incapable. Donc là, un vrai état de choc pour le coup, quoi. T'attends toute la journée pour avoir donc le résultat de l'IRM. On te dit que c'est très grave, mais qu'il faut repasser demain.
merci, au revoir, quoi. Et t'es toute seule avec ta petite. Et l'attente est extrêmement longue parce qu'on est dans une chambre d'hôpital. Je me rappelle, Sophia avait un cathéter dans chaque main. Je leur ai demandé plusieurs fois de l'enlever, mais vu que c'est considéré une hospitalisation parce qu'on attend le résultat, ça fait partie du protocole, alors que ça sert à rien. L'attente était très longue pour au final apprendre qu'il y avait quelque chose de très grave, mais pour pas m'en dire plus. Ok, donc la réaction du papa, il arrive, j'imagine, dans tous ses états, normal. Comment ça se passe? Comment vous gérez ça? J'étais en bas avec la petite dans les bras, je pleurais, j'avais le sac allongé, il est monté pour essayer d'en savoir plus. Bref, il m'a raccompagnée, j'ai laissé ma voiture dans le parking de l'hôpital, j'étais incapable de conduire. Et les jours, les mois qui sont suivis ont été très compliqués parce qu'on ne dormait plus. Alors déjà, vous êtes retourné le lendemain? Bien sûr. Pour avoir enfin l'avis final, qu'est-ce que c'est qui est grave pour le coup? Et le lendemain, après pas mal d'attentes, on a enfin reçu une pochette avec une feuille et un CD. Sur la feuille, c'était écrit que notre fille avait une atrophie cortico-sous-corticale frontale bilatérale. On ne savait absolument pas ce que ça voulait dire. Personne n'a su nous expliquer. La dame nous a dit je suis juste secrétaire, il faut prendre rendez-vous. Donc on a eu un rendez-vous 3-4 semaines après, mais on ne pouvait pas attendre tout ce temps. Donc en attendant, j'ai enregistré les images du CD sur une clé USB que j'ai envoyée par courrier au Portugal à ma tante qui est ORL, donc rien à voir avec neuro, mais qui avait une collègue radiologue qui nous a un petit peu plus aiguillés en nous expliquant que vu la configuration du cerveau de Sophia, effectivement, il y avait une atrophie de la partie frontale du cerveau qui gérait moteur, mental, parole, donc il y aurait certainement un retard global et que c'était urgent de trouver ce que c'était comme maladie parce que ça pouvait être une maladie génétique ou autre. Et du coup, quand on a eu le rendez-vous enfin avec un médecin à Montluçon, il nous a découragés, il nous avait dit que vu la configuration du cerveau de notre fille, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Donc ce rendez-vous, il arrive combien de mois après l'IRM? Ce rendez-vous, 3-4 semaines après l'IRM. D'accord, donc pendant 3-4 semaines, tu es encore dans le doute et dans la crainte. On ne dort pas, on passe nos soirées sur Internet à chercher des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre fille évolue? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais en même temps, quoi faire? Mais c'était la seule chose à faire en fait. On ne peut pas ne pas chercher quand c'est notre enfant. Bien sûr. Et du coup, quand il nous avait dit faut accepter, on a dit mais c'est pas le problème, on accepte, on sait que notre fille un problème, mais on veut se battre et on va se battre. Et je pense qu'il a cru qu'on n'acceptait pas en fait, alors que c'était pas ça. Pour lui, il fallait être résigné, c'est comme ça, et exactement. Juste accepter et rien faire. Alors qu'on peut faire. On fait 2 séances de 30 minutes de kiné par semaine, c'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. Alors qu'en vrai, il y a plein de choses. Sauf qu'il nous a dit qu'on allait perdre notre temps et notre argent. Et on a décidé d'avancer quand même et de se battre et de chercher des solutions. Et on a commencé dès son plus jeune âge à faire des thérapies. On a trouvé pas mal de choses sur place. Donc là, excuse-moi, je te coupe, mais officiellement, dans l'accompagnement de Sophia, il n'y a que la kiné en fait. Exactement. C'est tout. Donc après, toutes les démarches émanent de vous, des recherches que vous faites, des contacts que vous prenez sur Internet. C'est comme ça en fait le point de départ. Exactement. Ok. Tu t'es mis en relation avec des familles qui rencontraient la même problématique, alors pas la même pathologie, mais qui avaient été un petit peu aussi dans un flou en termes d'aiguillage médical. Comment s'est faite la direction vers la première thérapie? Comment vous l'avez trouvée? Alors, on a fait des recherches sur Internet, on a trouvé des familles qui vivaient des choses similaires à nous. On a compris que le handicap, ça voulait tout et rien dire parce que comme dans toutes les maladies, l'évolution peut avoir 10 000 solutions différentes. Et ces familles nous ont beaucoup soutenus parce qu'elles ont vécu la même chose que nous. Et les échos qu'on a de presque toutes, c'est qu'elles se sont senties abandonnées au début. On a pris leurs conseils, on a pris leur soutien et on a décidé de commencer des thérapies qui ont fonctionné pour l'évolution d'autres enfants. Donc on a pris les contacts, on a inscrit notre fille dans des listes d'attente pour faire plusieurs choses parce qu'il faut savoir que la plupart des thérapies qu'on a fait, c'est des thérapies pas reconnues médicalement en France. Donc il y a très peu de thérapeutes. Ces thérapeutes-là ne sont pas forcément soutenus par les médecins. Donc les listes d'attente sont très longues. En plus, c'est des thérapeutes ou qui viennent de l'étranger ou qui ont été se former à l'étranger. Donc c'est compliqué de trouver la place. Et il faut être prêt à se déplacer aussi géographiquement. Ouais. Donc la première thérapie,
C'est laquelle et ça se fait où? Alors, la première thérapie qu'on a fait, Sophia avait 15 mois, c'est la thérapie MEDEC qui a été créée au Chili. Le but de cette thérapie, c'est de faire des gestes avec le corps pour que le corps envoie l'information au cerveau, vu que le cerveau n'envoie pas au corps. Et c'est un petit peu l'inverse de la kiné classique qu'on peut retrouver en France. Donc en France, la kiné classique, pour faire marcher un enfant, c'est on tient son tronc et ses jambes avancent. Et la thérapie MEDEC, c'est l'inverse. Il faut d'abord que son tronc tienne, et quand le tronc tient, on peut travailler les pas. Parce que tant que le tronc ne tient pas, on ne peut pas marcher. Et du coup, il y avait à peu près 5 ergo ou kinés qui le pratiquaient en France. On s'est mis en liste d'attente pour tous. Et dès qu'on a une place, c'était à Aix-en-Provence avec Amandine Verne, qui a été se former à l'étranger et qui est exceptionnelle. On y a été tout de suite pour faire une semaine de MEDEC. Ok, donc pendant une semaine, c'est toute l'organisation et la vie de famille qui se réadaptent. Du coup, voilà, vous travaillez tous les deux, toi et ton mari. Comment ça s'est passé en fait? Tout à fait. Donc nous, on est à notre compte. Donc on a la chance ou pas d'être à notre compte parce qu'il y a les contraintes qui vont avec également. Donc au niveau planning, ça nous a permis un petit peu de faire le planning à notre sauce. Après, on a dû réduire notre rythme de travail. Actuellement, on avait 4 magasins à l'époque. Actuellement, on n'en a plus que 2 parce que c'est pas possible. Il faut vraiment une organisation de ministres. Donc, on a fait quelques thérapies où on est parti à 3 avec mon mari ou à 4 avec la petite. Et la plupart, je suis partie toute seule avec Sophia parce qu'il fallait qu'il gère le travail. Il y a la grande qui a de l'école, etc. Et après, on a commencé à mettre en place des thérapies aussi au quotidien à Montluçon. Et il faut vraiment avoir un planning de ministre. Tout est chronométré à la minute près. On ne peut pas tout faire. Cette année, par exemple, on n'est pas parti en famille en vacances parce que on est parti en thérapie. Donc voilà, c'est pas simple de trouver le temps. Ouais. Cette première thérapie terminée, quel fruit ça porte? Quel bénéfice tu constates pour Sophia? Alors la première thérapie, c'était exceptionnel parce que elle tenait son tronc seule en une semaine. Alors on voit la différence, la kiné qu'elle a à Montluçon qui nous quitte malheureusement pas de son envie. Elle a travaillé toutes les semaines, 2 demi-heures par semaine. Elle a fait faire pas mal de progrès à Sophia. Mais on voit que le MEDEC, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Avec la kiné qu'on a au quotidien, elle a appris à se retourner, elle a appris à s'asseoir, mais ça a mis beaucoup de temps. Et là, on part une semaine en thérapie intensive, elle tient son dos. Donc c'est vraiment... J'imagine qu'à ce moment-là, c'est une source d'espoir pour vous, parents, et qui vous conforte dans l'idée que non, il ne faut pas se résigner et qu'il faut continuer de se battre parce que en fait, tout est possible. C'est ça que vous vous dites? Exactement, on se dit ça, mais après on se rend compte aussi que nos enfants en situation de handicap, c'est comme les athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que quand ils s'entraînent tous les jours, ça porte ses fruits, mais dès qu'on arrête, ils reperdent. Et c'est quasi impossible, surtout en France, parce que c'est des choses qui ne sont pas reconnues, de faire 3-4 heures par jour tout le temps. Et c'est ça qu'il faudrait à notre fille en fait. Okay. Donc c'est très encourageant pendant le moment, mais c'est très démotivant après de voir tout le travail acharné qu'on a fait. On refait un stage intensif 2 mois après, mais le travail qui avait été fait, il faut recommencer et recommencer. Donc c'est à double tranchant en fait. Ouais. Deuxième thérapie, elle intervient à quel moment? Donc la deuxième thérapie, on a essayé une thérapie hongroise qu'on a fait plusieurs fois aussi, c'est l'éducation conductive, parce qu'en Hongrie, ils partent du principe qu'il faut surstimuler les enfants dès le plus jeune âge tout le temps, toute la journée, pour qu'en devenant adulte, ils puissent être le plus autonome possible dans la mesure du possible et contribuer à l'État, parce que l'État n'aura pas les moyens forcément de le placer dans des centres. Donc ils ont un système d'école qui s'appelle l'école conductive, où toute la journée de travail doit être active. Donc l'enfant qui se déplace d'une salle à l'autre en cours, en IME en France, il va se déplacer dans son fauteuil. En école conductive en Hongrie, il faut qu'il se déplace par exemple debout avec un déambulateur. Quand il est assis en salle de classe, en IME, ça va se passer sur une chaise confortable. En école conductive, ils vont essayer de l'asseoir sur un banc en bois où il faut que pendant qu'il est en cours de maths, il travaille l'équilibre du dos.
Ce sera une stimulation constante. C'est une stimulation constante. Donc les stages d'éducation conductive consistent à faire de la stimulation constante en reproduisant le schéma classique de l'enfant, c'est-à-dire du sol jusqu'au debout, tous les jours, sur toute la matinée. Donc nous, on a déjà fait entre 1 et 2 semaines, et c'est-à-dire que tous les jours de 8h30 à midi, on commence au sol, on apprend à se retourner, on s'assoit, à faire du 4 pattes, à se mettre à genoux, à se lever, à marcher, et après à faire des activités assis sur un banc en bois avec les mains, de la stimulation aussi orofaciale, etc. Ok. A fini cette thérapie, elle a quel âge la Sophia, la dernière? Alors, l'éducation conductive, on l'a fait plusieurs fois. On l'a fait plusieurs fois à Pouilly-sur-Loire, à côté de Nevers. On a été faire à Lyon également. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était l'été dernier. Et le MEDEC, pareil. On essaye d'en refaire régulièrement. Et la dernière fois qu'on l'a faite, c'était en juillet de cet été. D'accord, donc c'est très récent. Ok, ça marche. Actuellement, dans son développement, Sophia, elle en est où? Alors actuellement dans son développement, Sophia... Déjà on peut peut-être préciser l'âge, je ne suis pas sûr qu'on ait donné l'âge de Sophia. Aujourd'hui elle a quel âge Sophia? Elle aura 4 ans en octobre. Voilà, donc à 4 ans, elle en est où dans son stade de développement? Alors aujourd'hui elle se déplace assise sur les fesses ou en rampant. Après elle a son fauteuil aussi temporaire, le temps qu'elle reçoive son fauteuil définitif. Elle arrive à faire des pas à l'aide d'un déambulateur ou en se tenant sur les barres parallèles. Donc c'est du travail acharné pour arriver jusque là, mais elle n'arrive pas à se lever seule, il faut qu'on l'installe debout. Elle a réussi cet été pour la première fois à pédaler seule sur un vélo. Elle arrive à manger, elle commence à dire ses premiers mots, donc elle dit 4 mots actuellement. Boire seule au verre, faire des dessins, coller des gommettes, elle joue comme un enfant, elle donne à manger à ses poupons. Elle est rentrée à l'école l'année dernière déjà. Tout à fait. Donc ça c'est une grande étape, j'imagine. Comment ça s'est passé, l'inscription en école classique pour Sophia? Alors il faut savoir que toutes les étapes d'un enfant en situation de handicap sont un combat. Pour réussir à faire tout ce que les autres enfants font, nous, parents d'enfants en situation de handicap, il faut s'armer de force et de courage parce qu'il faut traverser le combat. Donc on a eu le combat MDPH pour avoir une AESH qui a été assez long. On a mis 1 an à réussir. On a fait un dossier, on s'est pris à l'avance. On a commencé le dossier, elle avait 2 ans parce qu'on a su par les autres parents que c'était un long combat. Donc on a monté un dossier de 60 pages. On a eu un premier refus parce qu'elle n'avait pas un taux de handicap assez important. Donc il a fallu justifier à l'aide de bilan, d'examen. Exactement, il a fallu justifier. Après, l'administratif, c'est compliqué, il n'y a pas assez de personnel. On devait être mis en relation avec une assistante sociale qui venait chez nous évaluer le degré de handicap de Sophia, mais il y a plusieurs fois où elle n'a pas pu venir, etc. Donc quand on nous a annoncé fin août qu'elle aurait une AESH à plein temps, on s'est dit super. Le jour de la rentrée, elle va à l'école. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que le jour de la rentrée, c'était pas encore mis en place. Donc elle a pu faire sa rentrée fin septembre. On y a été par étapes. Elle y a été 2 matinées, après 3 matinées, après en milieu d'année, on a essayé une journée complète. On y a vraiment été par étapes, mais ça a été une révélation parce que non seulement elle a évolué au niveau social, comme au niveau cognitif. L'école lui a beaucoup apporté et je pense qu'elle aussi, elle a pu apporter à ses collègues parce que ses collègues ont appris la différence et apprennent la tolérance dès le plus jeune âge. Je pense que ça peut être enrichissant pour tous. Complètement. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais c'est tout l'aspect financier autour de l'accompagnement de Sophia. On l'a rapidement abordé sur l'aspect, on va dire, organisation de famille. Il va falloir que tous les membres de la famille s'adaptent aux besoins de la petite. C'est ce que vous avez réussi à faire. Mais on n'a pas parlé de l'aspect financier, où il va falloir financer ces thérapies, comme tu le disais tout à l'heure, qui ne sont pas reconnues par le système médical français, donc pas remboursées. Et puis, effectivement, l'aménagement du domicile. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les aménagements que vous avez dû faire pour le bien-être et l'autonomie de Sophia chez vous? Et puis, à peu près aujourd'hui, aux 4 ans de Sophia, globalement, combien tout ça vous a coûté? Bien sûr.
Alors, moi j'aime beaucoup, il y a un influenceur en situation de handicap, Rolo Costo, qui dit souvent le handicap c'est un truc de riche. Et c'est exactement ça. Alors, il y a même des thérapies reconnues médicalement qui ne sont pas remboursées, comme l'ergothérapie et la psychomotricienne, qui sont essentielles au développement de Sophia. Donc, soit on a de la place dans un centre qui le pratique, mais il n'y a pas de place, soit on va en libéral et c'est à coût de 50 € de la séance. Donc depuis le début, tout ce qui est thérapie intensive non reconnue, c'est payé de notre poche, avec les déplacements et le logement qui va avec. Et pareil, au taux horaire, c'est un sacré budget. Après, il y a les thérapies au quotidien, parce qu'au quotidien, Sophia, elle pratique donc de la balnéothérapie aux sources du bien-être à Saint-Victor. Elle pratique de l'équithérapie à Villiers avec Équifidèle. Elle pratique, on aimerait qu'elle pratique aussi de la psychomotricienne à Montluçon, on est sur liste d'attente. Elle fait tous ses stages intensifs, etc. Donc ça représente un coût énorme. Et en plus de tout ça, il faut bien évidemment investir en matériel. On a commencé par les tapis de gym, après les modules en mousse, après les jouets qu'elle utilisait chez l'ergothérapeute aussi à Saint-Victor, qui est payé de notre poche. On essayait de racheter le même matériel pour reproduire à la maison. Après, on a commencé à avoir besoin d'appareillage. Donc, on a réussi à faire quelque chose nous-mêmes, comme les barres parallèles, l'échelle que mon mari a fabriqué. Et après, on est rentré dans le matériel un peu plus sérieux. Donc, verticalisateur, déambulateur, vélo adapté. Elle a un petit fauteuil pour l'intérieur, fauteuil extérieur. Et là, tout ce qui est matériel, chaise pour l'école, on est sur des coûts astronomiques et certains matériels essentiels. L'aménagement de la maison aussi. Avec très peu de parties remboursées. Et après, on est rentré encore sur du plus sérieux, c'est réaménager la maison pour qu'elle puisse, donc avec son fauteuil, avoir de l'autonomie, aller partout, avoir de l'espace. Donc on lui a créé une salle de motricité pour pouvoir déménager tout son matériel, pouvoir lui faire les thérapies à la maison. On a créé donc une rampe devant la porte, du sol plat tout autour de la maison, un chemin en pavé pour qu'elle puisse faire son tricycle et pour qu'elle puisse faire du déambulateur. Et un jour, on a décidé de calculer avec mon mari en tout et pour tout combien ça nous avait coûté. Et là, on s'est rendu compte que on était sur des budgets astronomiques. Je pense qu'on a dépassé les 100 000 € de budget. Donc on est vraiment sur des budgets énormes. Ouais, c'est quand même incroyable. Oui. Bravo à vous pour tout ce que vous faites, aussi bien financièrement et tout l'amour que vous apportez à cette petite. Son amour rayonne sur donc la page Instagram que tu as montée il y a 1 an. Oui. Parce que donc tu as été beaucoup aidé et soutenu. Quand je dis tu, c'est faux, c'est vous, hein, toi, ton mari, même Léonore, la grande sœur. C'est vraiment la famille qui avait été aidée par d'autres familles. Tu le disais tout à l'heure, et ça, voilà, si on peut bien allouer un mérite aux réseaux sociaux, c'est bien celui-là. C'est bien l'entraide et l'humanité qu'on va pouvoir y trouver parfois. Donc il y a 1 an, tu décides de créer la page Instagram L'extraordinaire Sophia, que je mettrai donc en description de cette vidéo. En gros, il te sert à quoi ce compte Instagram? Alors, moi j'ai décidé de créer cette page parce que c'est grâce aux pages des autres qu'on a été soutenu et qu'on a appris le manuel d'instruction du handicap. Donc je me devais de faire pareil envers les autres. Donc cette page m'a apporté surtout l'échange. Ça m'a apporté beaucoup de positif. Toute l'histoire de Sophia et le handicap de Sophia, au début on le voit comme un drame, mais au fur et à mesure on se rend compte que ça nous apporte quand même beaucoup de positif et ça nous change la vie. Donc je me devais de rendre tout ce qu'on m'a donné. Donc cette page me permet de discuter avec des familles qui arrivent dans ce milieu-là, d'essayer de les soutenir comme on m'a soutenu et avec à mon humble niveau de donner les conseils qu'on a pu me donner. Ça nous sert aussi pour recevoir du soutien. C'est incroyable la vague d'amour qui s'est créée envers Sophia de l'extérieur. Là, on a même pu avoir son fauteuil 100% financé par 2 associations. Ça nous a énormément touchés grâce à la création de cette page qui nous ont connus.
Donc c'est vraiment, si on se sert bien des réseaux sociaux, ça peut être une bonne chose. L'accompagnement de Sophia, c'est un combat au quotidien. Quel est votre défi actuel ? Alors, actuellement, notre défi, c'est que notre fille puisse manger à la cantine. Elle mange à la cantine parce qu'on s'est battu l'année dernière, mais il n'y a pas de solution définitive en fait. C'est compliqué parce que quand on a fait la demande pour qu'elle mange à la cantine, en fait, il faut quelqu'un pour s'en occuper. Son AESH, c'est un métier qui est très peu reconnu et très mal payé, et les AESH ne sont pas payés sur la pause de midi. Donc la MDPH nous dit que c'est à la mairie de financer quelqu'un pour aider Sophia. La mairie nous dit que vu qu'elle est en école privée, c'est pas à eux de s'en occuper. Donc on a fait recours à la diocèse aussi parce que c'est une école catholique. On nous dit que c'est la MDPH et du coup on trouve pas. Tout le monde se renvoie la balle. On ne trouve pas quelle est la solution pour que notre enfant puisse manger à la cantine. Donc actuellement, l'association des parents d'élèves a fait un CDD à l'AESH jusqu'au 25 septembre pour qu'elle accompagne Sophia sur le temps de midi, mais il faudra qu'on trouve une solution définitive. Ça fait partie d'un de nos 1153 combats à mener tout le long de. Et comment vous vivez ça, vous, au quotidien, en tant que parent, à chaque fois dès que quelque chose est atteint, en fait, il y a quelque chose encore à surmonter derrière. Où vous puisez cette énergie de continuer de vous battre chaque jour? Franchement, c'est épuisant. C'est épuisant. On a eu la place à l'école, on n'est pas rentré tout de suite. Après, quand on a rentré, on s'est battu pour avoir une place handicapée devant l'école. On se bat avec les autres parents. Bon, maintenant ça va mieux. Pour expliquer que c'est pas un dépose-minute et que nous, on a beaucoup de matériel à emmener. On a notre fille à porter, donc c'est vraiment important. Parce que parfois, ils prennent la place handicapée pour eux. Ok. Bien sûr. On se bat aussi pour expliquer aux autres que notre enfant reste un enfant comme les autres et qu'elle a sa place dans cette société. Parce que c'est des enfants ce monde n'est pas prêt pour eux. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on essaye de l'intégrer comme un enfant normal et qui pensent par exemple qu'elle n'aurait pas sa place dans une école classique. Vous avez écouté déjà des choses justement qui vous ont blessé? Bien sûr. On en écoute souvent. Souvent. Après, c'est pas la majorité. On reçoit plus de bienveillance et d'amour que de choses négatives, mais bien sûr qu'on a déjà écouté, par exemple, pourquoi on l'a inscrite à l'école alors que c'est un enfant handicapé, elle n'a pas sa place. Et bien sûr, c'est très blessant parce que ça reste notre enfant et un enfant comme les autres. Heureusement, les enfants dans la cour de récré ne voient moins les différences que les adultes pour le coup. Ah oui, les enfants, il y a vraiment une vague de gentillesse autour de Sophia. J'ai l'impression que c'est la petite mascotte de l'école, que tout le monde l'adore. Et c'est un rayon de soleil et tout le monde vient vers elle et tout le monde est gentil avec elle. Parfait. Quel conseil, alors je sais que tu en prodigues régulièrement sur ton compte Instagram, mais quel conseil tu pourrais donner à ces parents qui sont confrontés aux épreuves que vous avez connues dernièrement? De s'écouter, de suivre leur instinct et de faire ce qu'ils pensent qui est le mieux pour leur enfant. Et avec beaucoup d'amour, on peut tout réussir, vraiment. Il faut s'armer d'amour et de courage aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors que nos enfants soient heureuses, tout simplement. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Vous êtes une famille formidable. On se connaît peu, mais vraiment on sent cet amour sincère que vous avez les quatre, les uns envers les autres. Et vraiment, c'est très très beau. Et je suis vraiment content de t'avoir reçu pour que tu parles de ton petit rayon de soleil en ma compagnie. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je te souhaite que du bonheur à toi et à ta famille. J'espère que tout ira bien et on se tient au courant. Merci beaucoup. Nous, on estime qu'on est une famille comme les autres qui aiment leurs enfants comme tous parents, mais c'est très gentil, merci. Merci à toi et puis à la prochaine. Salut.